Bonjour et bienvenue dans notre journal hebdomadaire Asie à la une. Je m'appelle Dorothée Le Renard et voici tout de suite les principaux titres de notre émission. Un microblog pour enfants kidnappés en Chine. L'ambassade chinoise de Mexico attaque le Falun Gong. Les lanternes illuminent le ciel de Taïwan. Ces dernières années, les microblogs, des sites sur Internet permettant la diffusion de courts messages d'information, comme Twitter par exemple, sont devenus très populaires. En Chine, un microblog a été créé pour aider les parents à retrouver leur enfant enlevé. Ce site, créé au début de cette année, a attiré l'attention publique dans tout le pays et aurait déjà permis de retrouver plusieurs enfants disparus. Depuis près de 2 semaines, ces retrouvailles pleines d'émotions ont conquis le cœur de nombreuses personnes dans toute la Chine. C'est le résultat d'une campagne sur Internet pour aider les parents à retrouver leurs enfants enlevés. Fin janvier, le professeur Yu Zhongzhong a commencé à publier un microblog sur Sina.com, un site populaire chinois. Il invite les gens à envoyer des photos d'enfants mendiants à travers le pays afin qu'ils puissent être identifiés par leurs proches. 6 enfants auraient déjà été sauvés grâce à ce site. Peng Gaofeng est l'un de ces heureux parents. Il a passé ces 3 dernières années à rechercher son fils. Peng Wele, âgé de 6 ans maintenant, avait été enlevé en 2008 à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Après une attente anxieuse, Peng a enfin retrouvé son fils dans la province de Jiangsu, à près de 1300 km de distance de là où il avait été enlevé. Le microblog est maintenant la dernière sensation en ligne en Chine. Ce site compte aujourd'hui près de 200 000 inscrits et plus de 2500 photos d'enfants mendiants ont déjà été postées. L'intérêt porté par tout le pays offre un peu plus d'espoir à tous les parents désespérés. Le microblog a une large portée. Tous ceux dont les enfants ont disparu peuvent diffuser des informations via les microblogs et elles seront lues par beaucoup de gens. Cela facilite la recherche de nos enfants. L'enlèvement d'enfants est un problème grave en Chine, avec près de 20 000 enlèvements chaque année. Beaucoup d'enfants sont kidnappés puis forcés à la mendicité dans la rue ou sont vendus comme travailleurs. D'autres, comme le fils de Peng, sont pris par des familles sans enfants. Beaucoup de parents ont critiqué les autorités pour n'avoir pas réussi à régler ce problème général. Certains ont même déclaré que la police entravait leurs efforts pour retrouver leurs enfants. C'est pourquoi le microblog du professeur Yu redonne de l'espoir aux gens. En Chine, toujours, les activités de jumelage et les salons de rencontre sont de plus en plus populaires. Cet engouement révèle certains problèmes auxquels la population chinoise est confrontée. La politique de l'enfant unique, par exemple, a créé un déséquilibre croissant entre les sexes. Le déséquilibre entre les sexes en Chine est devenu problématique pour les jeunes Chinois qui cherchent l'âme sœur. Au fil des ans, pour chaque centaine de filles nées en Chine, plus de 119 garçons environ voient le jour la même année. Cette situation favorise la popularité des activités de jumelage et les salons de rencontre auprès d'une population célibataire en pleine expansion. Au parc d'Itan à Pékin, cet événement de jumelage d'une semaine, organisé par un site populaire de rencontres en ligne, a attiré environ 50 000 visiteurs. Shen Nan, un agent en assurance âgé de 29 ans, était là. Je suis le plus âgé des 3 enfants et tout le monde a une petite amie, sauf moi. Chaque fois que les camarades d'université ou les membres de la famille se réunissent, ils me demandent souvent « Pourquoi n'as-tu pas de petite amie ?» ou « Tu en auras une l'an prochain ?» Donc il y a vraiment beaucoup de pression, une grande pression invisible. Cet événement a été organisé par un site web comptant plus de 40 millions de membres. Ce site rapporte que plus de 70% des participants sont les parents de jeunes célibataires qui font du jumelage au nom de leur enfant. Certains ont examiné les annonces personnelles, pris note des coordonnées pour leurs enfants. D'autres ont activement planifié des rendez-vous pour leur fils ou leur fille. Et certains ont même traîné leur progéniture de gré ou de force à l'événement. Mon fils est très pris par le travail, pas seulement occupé, mais très occupé. Il doit faire des heures supplémentaires souvent. Il n'a pas tellement l'occasion de rencontrer des filles. Je ne sais pas si cela l'inquiète, mais moi je suis vraiment inquiète. C'est pourquoi, quand j'ai vu l'événement, je me suis immédiatement précipitée. Avec la politique du Parti communiste de l'enfant unique, de nombreux couples feraient l'impossible pour avoir un fils.
L'Académie chinoise des sciences sociales confirme que depuis l'introduction de l'échographie à la fin des années 80, le phénomène des femmes enceintes qui avortent de leur bébé de sexe féminin est devenu, je cite, extrêmement courant. Cette institution affirme que suite au déséquilibre entre les sexes dans le pays, il pourrait y avoir plus de 24 millions de célibataires sans conjoint en 2020. Il y a 2 semaines, une parade du Nouvel An chinois a tourné à l'aigre lorsqu'un groupe a commencé à détruire l'un des chars du défilé. Les pratiquants de Falun Gong de Mexico, qui avaient construit et présenté ce char, affirment que l'ambassade chinoise aurait ordonné à des résidents locaux de les empêcher d'y participer. Le 5 février, les pratiquants de Falun Gong participaient aux célébrations du Nouvel An lunaire dans le Chinatown de la ville de Mexico. Mais au cours de la parade, un groupe d'hommes a commencé à détruire leurs chars. Les pratiquants de Falun Gong ont affirmé que ces hommes étaient dirigés par l'ambassade chinoise, étendant ainsi à l'étranger la persécution du groupe spirituel mené par le Parti communiste chinois. Cette vidéo a été prise grâce à un téléphone mobile. Cet homme, Héctor Lopez, représente les commerçants chinois de la région. L'année dernière, Lopez avait expliqué à notre journaliste de NTD que l'ambassade de Chine ne voulait pas des pratiquants de Falun Gong dans la région. Apparemment, les autorités chinoises ont exercé des pressions sur Lopez et les autres commerçants pour qu'ils maintiennent le Falun Gong éloigné, sans quoi leur voyage d'affaires vers la Chine serait compromis. En juillet 1999, le Parti communiste chinois a débuté une persécution brutale du Falun Gong. Cette campagne s'est étendue à l'étranger grâce à la collaboration des ambassades et consulats chinois ouverts dans les différents pays, y compris aux États-Unis et en Australie. Le groupe d'hommes a arraché des banderoles, enlevé des décorations et puis une toile portant des messages opposés à la persécution. Ces hommes se déplaçaient dans des camions appartenant au gouvernement du district de Cuauhtémoc à Mexico. Des policiers présents sur le lieu de l'incident ne sont pas intervenus. Plus tard, le même jour, les pratiquants de Falun Gong ont réussi à récupérer les matériaux du char. Ils ont participé à la parade du lendemain. Mais pour Madame Li, l'incident est un rappel de la persécution qui sévit dans son pays natal, la Chine. Je ne voudrais pas que quelque chose de similaire se produise ici, parce que nous bénéficions vraiment des droits de l'homme et que nous avons la liberté de parole et de croyance. Les pratiquants de Falun Gong de l'agglomération de Mexico ont à présent déposé une plainte officielle concernant l'incident auprès de la Commission des droits de l'homme du district fédéral de Mexico. Rendons-nous maintenant dans le sud de l'Asie. Le conflit opposant le Cambodge à la Thaïlande depuis des décennies au sujet d'un temple à la frontière a fait de nouvelles victimes ces dernières semaines. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé les 2 parties à engager un dialogue. Lundi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé ses vives préoccupations au sujet des derniers affrontements à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Le Conseil a décidé de laisser la médiation entre les mains de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, ASEAN. Le Cambodge a demandé au Conseil des Nations Unies d'ordonner le déploiement des casques bleus à la frontière. Le ministre des Affaires étrangères d'Indonésie a assisté à la réunion du Conseil en sa qualité de président de l'ASEAN. Il a affirmé qu'il continuerait à rendre possible le dialogue entre les 2 parties. Au cours de la discussion du Conseil, j'ai entendu haut et fort la volonté des membres du Conseil de résoudre le problème pacifiquement, par un dialogue et des négociations. C'est quelque chose que l'Indonésie, siégeant à la présidence de l'ASEAN, a mis en avant à plusieurs reprises. Et l'Indonésie a reconnu la nécessité de maintenir le cessez-le-feu et de mettre en place des modalités, une sorte de communication pour que le cessez-le-feu se maintienne. Le Conseil de sécurité affirme que son rôle sera limité à soutenir les efforts visant à négocier une fin de conflit entre les 2 pays voisins. Les membres du Conseil ont exhorté le Cambodge et la Thaïlande à faire preuve de retenue et d'éviter toute action qui pourrait aggraver la situation et ont encouragé la coopération avec les médiateurs de l'ASEAN. La Thaïlande et le Cambodge se blâment mutuellement pour les récents affrontements aux alentours du temple Previher, vieux de 900 ans. Ces affrontements ont tué au moins 3 Thaïlandais et 8 Cambodgiens. La fête des lanternes clôt traditionnellement la période des fêtes de Nouvel An chinois. Cette année à Pingxi, Taïwan, des milliers de personnes se sont rassemblées et ont laissé s'envoler plus de 2000 lanternes éclairées avec tous leurs vœux pour eux-mêmes et l'humanité. Des centaines de lanternes s'élèvent dans le ciel taïwanais. Le festival de Taïwan est une occasion pour les participants d'écrire leurs vœux et leurs prières avant de les envoyer vers les cieux, en espérant que leurs rêves se réalisent.
Plus de 2000 lanternes ont été lancées cette année. Certaines portaient des vœux pour la Saint-Valentin. C'est la première fois que je viens à Pingche et j'espère qu'en lançant une lanterne, mon vœu se réalisera. Je voudrais rencontrer la bonne personne, être promu et être augmenté. Je peux envoyer des vœux avec les lanternes, c'est marrant et c'est beau lorsqu'elles sont toutes lâchées en même temps. J'espère que les rêves de chacun se réaliseront et que tout le monde trouvera la bonne santé. Les lanternes me donnent un sentiment de joie et j'espère que tout le monde sera rempli de joie. Les mini-ballons sont faits de papier de coton et de bambou et sont remplis d'air chaud. Cette tradition remonte à des siècles. La mèche centrale est faite en papier-monnaie et dès qu'elle est enflammée, la lanterne s'envole. Les vœux et les rêves de milliers de Taïwanais remplis d'espoir s'envolent dans une scène éclatante. Et tout de suite, après notre courte pause, notre sélection internationale. Le 747-8 Intercontinental, dernier modèle de Boeing. Bal du carnaval à la gare de Kiev. Le Parlement européen souhaite la bienvenue à Shenyun. Dimanche dernier, l'usine Boeing présentait à Everett, Washington, son dernier avion dédié au transport de passagers. Il s'agit du 747-8, le plus grand avion de ligne commerciale qui est aussi le plus respectueux de l'environnement avec les coûts d'opération les plus faibles. Karen Chang, notre correspondante de NTD, a assisté à la cérémonie de présentation de ce nouvel avion. Près de 10 000 employés, journalistes et invités ont assisté à la découverte du dernier Boeing transporteur de passagers. C'est le 747-8 qui a effectué sa première sortie de l'usine Boeing à Everett, Washington, dimanche 13 février. Beaucoup de compagnies sortent, construisent un avion, puis tentent de le vendre. Nous sortons, nous vendons un appareil et nous comprenons ce que veut le client. Puis nous le construisons. Ce sera un appareil qui changera le monde une fois de plus. Annoncé en 2005, le 747-8 est la 4e génération de la ligne 747. Il s'agit d'un avion transporteur de passagers, le plus grand des Boeing, fier de ses coûts d'opération les plus faibles. Boeing a installé dans cet avion de nouvelles technologies, dont des moteurs de General Electric. Le 747-8 Intercontinental est aussi l'appareil le plus respectueux de l'environnement au monde, puisqu'il consomme 11% de carburant de moins par passager que l'Airbus A380. Elisabeth Lund, vice-présidente et directrice adjointe du programme, affirme que l'avion a été produit dans l'optique de satisfaire le client et le passager peut s'attendre à plus de confort dans les airs. Il s'agit de l'une des formes les plus appréciées au monde. Mais en entrant, les clients sauront qu'ils se trouvent dans un avion flambant neuf. Il a un nouvel intérieur, de grands plafonds élevés, un nouvel éclairage, des bacs de rangement et des parois latérales différentes. Il est accueillant, les lignes semblent complètement différentes. Pour Mike, ingénieur en structure, le 747-8 Intercontinental est le résultat d'années de dévouement. Il faut beaucoup de personnes pour construire un avion comme celui-ci. Il est difficile pour les personnes extérieures à Boeing de comprendre combien il est difficile de construire quelque chose comme cela et combien de millions et des millions de petites décisions entrent dans la création du produit final. Cela implique un processus enthousiasmant. Boeing a dévoilé le 747-8 Intercontinental quasiment un an après avoir débuté la version cargo de l'avion. Lufthansa et Korean Air sont les premières compagnies à avoir commandé l'avion dans la version transporteur de passagers. À ce jour, Boeing a reçu 107 commandes, dont 33 pour des avions transportant des passagers. Le premier appareil devrait être livré à la fin de l'année. NTD News, Everett. Samedi dernier se déroulait le 5e bal masqué Carnivalia à Kiev en Ukraine. Des personnalités et des touristes de nombreux pays sont venus s'imprégner de l'ambiance festive dans la gare centrale. Nos correspondants NTD à Kiev se sont mêlés aux invités. Cette année, le tapis rouge a été déroulé devant la gare centrale de Kiev pour accueillir le bal annuel Carnavalia. Dans la prestigieuse salle bleue, les adeptes de fêtes laïques se sont plongés dans l'atmosphère carnavalesque du début du siècle dernier.
Quelqu'un devait montrer ces salles prestigieuses et comment se déroulaient les bals d'autrefois dans ces salles. Et la gare a une belle sonorité. Le bal est aussi une manière spéciale de célébrer l'arrivée du printemps. Ce bal, le bal du carnaval, doit avoir lieu à l'époque où l'hiver rencontre le printemps. Et vous pouvez voir que l'hiver est en train de prendre sa dernière revanche. Il neige, il y a 5 cm de neige sur un sol gelé. Mais je parie qu'après le bal, le printemps arrivera. Les traditions de 8 pays ont été présentées lors de cette fête, du bal de Vienne au carnaval Goli en Inde. De plus, les invités ont pu s'entraîner à danser la polka et la valse dans la salle de bal. Le sol est glissant, mais tout à fait facile à comprendre et c'est intéressant. Irina et Nikolai se sont rencontrés le temps d'une valse. La première danse leur a porté chance, le couple a gagné le premier prix, des chaussures en porcelaine couvertes d'or 24 carats. Je suis très heureuse d'avoir gagné parce que je voulais vraiment danser la valse et cela n'aura pas été pour rien. Les invités du monde entier se sont rassemblés pour participer à la cérémonie. Ils ont affirmé que c'était un succès. Il s'agit avant tout d'une œuvre de charité. C'est aussi une bonne façon de célébrer le carnaval, parce que je ne savais pas qu'on fêtait le carnaval en Ukraine. C'est une des dates les plus attendues de l'agenda culturel en Ukraine. Les invités ont apprécié l'événement du début à la fin jusqu'à 4 heures du matin. Nouvelle Inter de Kiev, Ukraine. Alain Bellino est restaurateur de bronzes anciens et d'orfèvrerie, un spécialiste de l'argenture et de la dorure sur des métaux nobles. Aujourd'hui, son approche personnelle est différente, car au lieu de rapprocher les objets de leur état initial, il les détruit pour leur donner une autre vie contemporaine. Notre correspondante à Nice nous invite à admirer l'œuvre de transformation de cet artiste. À quelques stations de tramway dans le quartier nord de Nice se situe l'atelier Bellino. Alain est un restaurateur qui connaît bien ces objets comme les couverts anciens, leurs favoris. Il lui est donc venu l'idée d'utiliser des anciennes pièces, de les recycler et de les réutiliser pour donner une ornementation bien particulière à ses œuvres. Voici quelques exemples. La fin du monde est une pièce constituée essentiellement de fourchettes et de cuillères. Alain aime à dire que la fourchette et la cuillère symbolisent bien le pays comme la France. Le roi de la fourchette, le principe est identique au globe précédent, conçu avec les mêmes matériaux. Cette lampe d'aspect Art Nouveau est un autre style, plutôt un objet décoratif. Époque charnière, une pièce uniquement constituée de charnières et de gongs anciens de mobilier. La symbolique, la fracture entre le monde passé largement fissuré et un nouveau monde qui va apparaître. En bas, c'est de la tôle de laiton froissée, de récupération aussi, qui a été patinée. Dark Vador, ou le futur antérieur composé, est entièrement réalisé avec des bronzes d'ameublement et les pièces sont des copies du XVIIIe et XIXe siècle. L'âge d'or, une vanité. La dorure renforce l'aspect de vanité. L'utilisation des feuilles d'angelot symbolise le vieux monde et les dents sont des pompons de passementerie découpés. La queue de ce dragon est composée de sabots de meubles de bronze d'ameublement. Ses ailes sont en fait des plateaux découpés. Quant à ses dents, ce sont des petites fourchettes à gâteau. Voici Flora. Elle est constituée uniquement de fleurs, de feuillages estampés en bronze fondu. Enfin arrive la pièce finale, l'identité nationale. Cette pièce mesure 1,80 m de hauteur. Alain Bellino travaille sans gabarit, sans support. Son seul outil, c'est une règle plate avec laquelle il contrôle ses volumes. Suzanne Durand, NTD, Nice, France. Les 3 compagnies de Shenyun Performing Arts présentent simultanément leurs dernières créations sur scène à travers le monde entier. Dans moins de 2 semaines, Shenyun inaugurera sa tournée en Europe en donnant 3 représentations à Francfort en Allemagne. Les membres du Parlement européen qui ont vu Shenyun ces dernières années ont accueilli la tournée 2011 lors d'une réception spéciale mettant à l'honneur les artistes de cette saison.
Le 2 février 2011, dernier jour de l'année chinoise du tigre, les parlementaires européens ont participé à une réception spéciale à Bruxelles pour accueillir la tournée européenne 2011 de Shen Yun Performing Arts. Je pense qu'il est très important que le Parlement européen, qui est au cœur de la démocratie en Europe, soit le lieu incontournable d'une réception pour lancer la tournée européenne. C'est un fascinant aperçu de ce qu'est la culture de la Chine d'autrefois, que j'espère voir restaurée un jour en Chine. Shen Yun exalte la culture chinoise en s'inspirant de nombreuses dynasties et des différentes ethnies de Chine. Le public redécouvre les 5000 ans d'histoire par le biais de légendes, depuis la création jusqu'à la Chine contemporaine. Je pense que ces jours-ci, pour sensibiliser les médias de masse et les messages commerciaux, il est très difficile de trouver quelque chose qui soit captivant et intéressant. Néanmoins, je pense que Shen Yun réalise cela. Cette compagnie propose quelque chose de totalement différent et d'entièrement nouveau. C'est éblouissant. Elle mérite de réussir, comme elle le fait toujours d'ailleurs. Un autre membre du Parlement européen, l'honorable Roger Helmer, a également vu Shen Yun. Je suis sûr que ce spectacle affichera complet, alors les gens doivent vite acheter leurs billets. Shen Yun arrivera en Europe plus tard ce mois-ci et se produira entre les mois de février et d'avril dans le pays d'Allemagne, Italie, France, Autriche, République tchèque, Irlande, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse et en Suède. Nouvelle NTD, Bruxelles, Belgique. En attendant l'arrivée de Shen Yun en Europe, nous vous donnons chaque semaine un avant-goût de ce prestigieux spectacle. La semaine dernière, Shen Yun Performing Arts donnait 4 représentations au célèbre Wang Theatre de Boston. Nos correspondants nous font partager l'émotion des spectateurs après la représentation. Des membres de la communauté chinoise de Boston nous livrent leur impression au sujet de Shen Yun après le passage de la troupe au théâtre Wang le week-end dernier. J'étais très touchée après avoir vu ce spectacle. Je sens que chaque aspect de Shen Yun est remarquable. C'est vraiment unique. J'ai été particulièrement touchée en admirant la danse Fleur de prunier. Chaque scène ravit les yeux et réchauffe le cœur. Leur qualité intérieure, personnelle et la base sur laquelle repose leur technique, ces sauts et ces pirouettes, cela me laisse sans voix. Ce spectacle est véritablement remarquable. Leur travail en équipe montre aussi une discipline exceptionnelle. Dans chaque formation, ils restent bien alignés. Tout le spectacle est bien rythmé. Dans le spectacle Shen Yun, nous pouvons voir des costumes de différentes dynasties ainsi que leurs danses respectives. Le décor présente de nombreux styles architecturaux comme ceux de la dynastie Tang, la dynastie Qing ou encore la dynastie Qing. Tout le programme présente aussi de nombreuses ethnies. Il a ajouté que Shen Yun offrait une très bonne qualité. Je pense qu'il est appréciable de voir un tel spectacle. La qualité professionnelle des artistes est extrêmement élevée. Je suis ravi de voir un spectacle de si grande classe et je l'apprécie beaucoup. Il faut vraiment chérir cela. Nouvelle NTD, Boston. Et nous voici arrivés au terme de ce journal. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour davantage d'informations. Au revoir.